Bonjour Mavième. Bonjour Rachid. La presse marocaine d'abord avec le photovoltaïque au cœur de la nouvelle stratégie énergétique du Royaume. Tout à fait Rachid, le Maroc vient de franchir une nouvelle étape dans sa transition énergétique et cette fois c'est le photovoltaïque qui s'impose au centre du jeu et selon le brief, OCP Green Energy a mis en service la première phase de son vaste programme solaire. 202 MW crête répartis entre Ben Guerir, Foumtiz et surtout Ouled Fares, désormais plus grande centrale photovoltaïque du pays avec 107 MW crête. Et derrière ces chiffres, une ambition claire, alimenter directement les mines du groupe et atteindre 100% d'électricité renouvelable dès 2027. Première marche vers la neutralité carbone 2040 et un signal fort avec un coût ultra compétitif, que dis-je, d'environ 0,35 dirhams le kilowattheure. On peut le dire aujourd'hui, au Maroc, l'énergie solaire n'est plus un pari, c'est une solution industrielle maîtrisée. Mais pour comprendre ce revirement énergétique, que de mieux que de mettre les pieds dans une centrale. Et oui, c'est la Vie Éco qui nous fait faire cette visite, celle du site de Ouled Fares. Elle commence sur 168 hectares où 370 000 panneaux transforment la lumière en énergie. Mais cette électricité verte ne sert pas qu'à la mine, elle alimente aussi la station de dessalement de Jarf el-Sfar qui fournit l'eau d'El Jadida et une partie de Casablanca. Un modèle simple, efficace et très loin de celui du solaire thermique, car oui, le Maroc change de virage quant à sa stratégie liée à l'énergie solaire, préférant désormais le photovoltaïque. Et le matin nous explique justement ce virage. Plusieurs projets solaires thermiques ont montré leurs limites. Nour 3 a connu 9 mois d'arrêt et 47 millions de dollars de pertes. Et Nour Middle 1 fait face aussi à de retards majeurs. Résultat, les autorités ont tranché. Le futur du Maroc, le futur au Maroc plutôt, sera photovoltaïque, parfois associé à des batteries de grande capacité, mais beaucoup moins à la technologie thermique, plus coûteuse, plus complexe et aujourd'hui, disons-le, dépassée. Aussi, dans un monde où le photovoltaïque capte 69% des investissements mondiaux, le Maroc s'aligne sur ce qui est devenu la norme internationale tout en accélérant sa propre souveraineté énergétique. L'université publique africaine au cœur de multiples tensions. En effet, sur le continent, la colère universitaire monte. Au Sénégal d'abord, où le quotidien raconte une situation explosive à l'université Cheikh Anta Diop, des bourses en retard jusque 13 mois, un calendrier universitaire paralysé. Hier, des affrontements ont même eu lieu entre étudiants et forces de l'ordre, avec des blessés des deux côtés. Sous pression, le ministre de l'Enseignement supérieur promet enfin le règlement de 158 000 bourses pour un montant de 98 milliards de francs CFA. Mais la défiance reste forte, les étudiants reconduisent la grève et la question de fond demeure: comment garantir à tout étudiant africain les meilleures conditions pour penser son avenir? Et au Maroc, le débat est moins spectaculaire mais tout aussi sensible. Dans une tribune, disons-le, enflammée de Younes Saouri dans Tel Quel, le journaliste titre: l'université publique n'est plus gratuite, mais on préfère ne pas vous le dire. En cause des frais imposés aux fonctionnaires et salariés pour accéder au diplôme universitaire, avec des montants qui peuvent atteindre 15 000 dirhams pour une licence ou 60 000 dirhams pour un doctorat. Officiellement, la gratuité demeure et dans les faits, elle devient conditionnelle et juridiquement contestée. Des enseignants-chercheurs rappellent que la loi consacre la gratuité de la formation fondamentale. Des conseils d'université comme à Casablanca temporisent, refusent d'appliquer ces frais sans base claire. Là aussi, autre réflexion, l'université publique doit-elle rester un droit ou devenir un service partiellement tarifé? Le débat existe, mais il a besoin désormais de décisions nettes, assumées et transparentes. Et pourtant, même dans ce climat tendu, des compromis restent possibles. En Guinée, rapporte Bambou Guinée, une grève illimitée dans tout le secteur de l'éducation a été suspendue in extremis. Le gouvernement actant donc plusieurs réformes: revalorisation des primes, révision du statut des enseignants et déblocage de salaires. Un accord qui montre que le dialogue social peut éviter l'enlisement. Et plus loin, au Kenya, un autre visage de l'université se dessine. La Banque africaine de développement, avec la Green Career Caravan, accompagne les étudiants vers les emplois verts, énergie renouvelable, agriculture régénératrice, action climatique. L'objectif affiché: créer 30 millions d'emplois verts d'ici 2033. Un signal clair: derrière les tensions, les grèves, les retards de bourse, les étudiants africains ne demandent pas seulement à étudier, ils demandent une université qui reste accessible à tous et donne un avenir lisible avec des droits respectés aujourd'hui et des compétences pour les emplois de demain.
Le froid qui devient mordant, qui d'ailleurs a gagné le Maroc, et la presse qui donne des conseils, comment se protéger, comment protéger les plus faibles surtout. Oui, parce que le froid ne frappe jamais tout le monde de la même manière, et comme vous l'avez dit, cette semaine, plusieurs actualités le rappellent avec force, notamment au Maroc. Comme le rapporte l'économiste, l'opération Riaya 2025-2026 vient d'être lancée pour protéger les populations des zones les plus exposées à la vague de froid. 31 provinces, 3528 terrains, 3528 visites de terrain, 183 caravanes médicales et plus de 2800 professionnels de santé mobilisés. Un dispositif massif pour apporter soins, médicaments, sensibilisation et unités mobiles dans les villages enclavés. Là où un hiver rigoureux peut devenir un risque vital, l'objectif est que personne, ni enfant ni personne âgée, ne traverse l'hiver seul face au froid. Mais ailleurs, ce n'est pas seulement l'isolement qui rend vulnérable, c'est la guerre. À Gaza, l'ONU alerte 1,5 million de personnes ont besoin d'un abri d'urgence dans un territoire ravagé par 2 années de conflit et désormais par la pluie et le vent glacé. Et face au risque d'inondation, des sacs de sable sont posés pour limiter ce risque justement. 234 points de santé ont été rétablis, mais l'accès humanitaire reste critique. Et puis, il y a aussi la précarité énergétique dans les pays occidentaux, plus silencieuse mais tout aussi réelle. Et en France, France Bleu rappelle que 3 millions de ménages, soit 10% des foyers, vivent sans pouvoir correctement se chauffer. Un pays d'énergie en hausse de 20%, logement mal isolé, prix durablement élevé. Et d'ailleurs, il y a un dispositif national, le SLIM, qui permet d'accompagner les ménages les plus précaires dans l'optimisation de leurs factures, tout en les aidant à améliorer l'isolation de leur foyer. Finalement, partout, les mêmes questions reviennent. Comment se chauffer, comment protéger les plus fragiles, comment passer l'hiver dignement. J'aimerais laisser un dernier mot en cette saison où le froid se glisse dans les rues, les maisons et parfois dans les cœurs. Une pensée va à ceux qui n'ont pas toujours les moyens de traverser l'hiver avec sécurité. Un appel aussi à faire preuve de solidarité si vous le pouvez. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 décembre 2025. Quel autre 4 décembre avez-vous choisi dans l'histoire ? Un 4 décembre inoubliable, mais aussi qui laisse quelques crispations dans l'histoire. Le 4 décembre 1977, Bangui se réveille au son des trompettes et de la stupeur mondiale. Ce jour-là, dans un pays au cœur de l'Afrique, un homme se couronne empereur. Son nom, Jean Bédel Bokassa, 56 ans, ancien général devenu président à vie. Il se fait appeler Bokassa Ier, empereur de Centrafrique. La scène est sensationnaliste et irréaliste même. Un stade transformé en salle impériale, des carrosses tirés par des chevaux blancs, des milliers de spectateurs rassemblés et une cérémonie directement inspirée du sacre de Napoléon Ier. La démesure est à son comble. Près de 150 millions de francs sont dépensés, soit un quart du budget national, privant 40 000 salariés de la moitié de leur salaire pendant des mois. Pour ce moment que Bokassa voit comme la renaissance d'un empire africain. Mais ce règne impérial sera bref. Le massacre d'une centaine d'élèves en 1979 par sa garde personnelle accélérera sa chute. Et profitant de sa visite en Libye, le pouvoir français installera au pouvoir le 21 septembre de la même année David Dacko. Il terminera donc sa vie loin du faste de son sacre. Jean Bédel Bokassa s'éteint en 1996 d'une crise cardiaque, laissant derrière lui l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire africaine, une histoire où la quête de grandeur a croisé souvent et heurté à cause de la violence et de l'autoritarisme les chemins complexes d'un continent qui était en pleine quête de sa souveraineté. Merci beaucoup, Myriam Cocaïne.